Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce séminaire des acteurs et des actrices de la radiothérapie. Bienvenue à Montrouge, sous ce beffroi. Nous sommes ici pour une grande journée bilan. Vous le voyez derrière moi, 15 ans depuis la décision de 2008 de l'autorité de sûreté nucléaire qui, en juillet donc 2008, fixait des obligations d'assurance de la qualité. Ces obligations étaient de plusieurs ordres, notamment la mise en place d'une gestion en mode projet, les analyses a priori rendues obligatoires et puis les retours sur expérience. Eh bien, c'est comme si cette journée était un très grand retour sur expérience, qu'on puisse enfin mettre en commun, partager, faire le point sur les besoins, les difficultés dans les centres de radiothérapie. 15 ans après cette décision, où en sommes-nous des démarches en qualité, sécurité? Je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste et je serai avec vous pour toute cette journée, jusqu'à 17h45, où plusieurs moments forts viendront émailler la journée. Il y a, après une grande séquence introductive, il y aura 3 grandes sessions. La première session sera matinale et il s'agira de faire le point, faire un bilan et parler d'une actualité dont vous avez sûrement entendu parler, qui va se déployer dans les mois, les années qui viennent, les audits cliniques par les pairs, qui sont pour l'instant en phase d'expérimentation dans 5 centres en France. Et puis après une pause déjeuner, nous reprendrons l'après-midi à partir de 13h45, où nous parlerons dans un premier temps innovation et mode projet, comment accueillir l'innovation en aménageant une conduite du changement adaptée à l'accueil de ces nouveaux matériels, de ces nouvelles procédures dans vos centres. Enfin, nous finirons la journée en parlant exclusivement des retours d'expérience. Nous ferons le point sur les REX, comment leur redonner une dynamique à l'heure où l'on voit justement plutôt un déclin dans l'organisation de ces REX, en tout cas un ralentissement. Nous sommes ici pour donc plusieurs heures, plusieurs moments, table ronde, intervention. Vous verrez, nous avons invité des gens de toute la France. Il y a Nîmes, Tarbes, Toulouse. Il y a évidemment la région parisienne, Tours, qui ont pu faire le déplacement. Nous vous sommes infiniment reconnaissants d'être là aujourd'hui. En ce mercredi, les transports n'étaient pas faciles. Et vous êtes là. Une partie de cet événement sera, suivi par vos homologues en distanciel, en visio. Ils nous suivent et ils peuvent poser des questions. Avant de vous expliquer comment ils peuvent vous poser leurs questions, j'aimerais vous dire que vous-même, vous pouvez, tout au long de cette journée, participer à cette grande journée. Le micro que j'ai à la main a plusieurs petits frères et nous vous les passons avec plaisir tout au long de la journée. Je vous proposerai de lever la main pour qu'on vous porte un micro, mais mes collègues qui sont dans la salle vous l'apporteront volontiers. C'est pour ça que je vous demandais de vous installer dans la première moitié de la salle pour qu'on puisse faire circuler ce micro plus facilement, discuter, partager. Pour celles et ceux qui sont à distance, il y a, et je le dis, ils m'écoutent, ils et elles m'écoutent sur leur écran, il y a dans leur boîte mail un courrier qui les attend. Et dans ce courrier, il y a une adresse mail sur laquelle ils peuvent envoyer leurs questions. Leurs questions seront reçues par ma collègue, Karine, qui, quand je demanderai s'il y a des questions, lèvera la main pour me signaler s'il y a eu des questions à distance. Voilà comment ça va fonctionner. Nous allons démarrer la journée avec une séquence introductive dans laquelle interviendront à la fois Géraldine Pina, commissaire à l'ASN, un grand témoin que nous avons invité, René Amalberti. Nous vous le présenterons, il dirige le FONCSI, la fondation pour une culture de la sécurité industrielle. Et puis Carole Rousse de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui organise cette journée et qui viendra nous donner son point de vue sur 15 ans de mise en place de ces démarches qualité et sécurité. Si nous avons absolument tenu à maintenir cette journée en présentiel, c'est que c'est justement pour le partage d'informations, les relations humaines, les ressources humaines, le lien entre les équipes, le partage
entre les centres que ces démarches qualité ont été créées. C'est grâce à ces modalités de travail, c'est-à-dire se voir pour de vrai, se parler pour de vrai, se parler régulièrement, faire circuler l'information, c'est grâce à ces façons de travailler, à cette bonne entente, que les démarches qualité-sécurité fonctionnent. C'est ce que disent tous les retours, toutes les analyses sur les démarches qualité et sécurité que l'on peut avoir. Et donc cette journée en présentiel était vraiment importante pour nous. Les temps sur scène sont importants, vous y apprendrez beaucoup de choses, vous pourrez participer évidemment. Et les temps hors scène, les temps de pause, il y en aura une cet après-midi, et surtout il y aura la pause déjeuner. Les temps de pause seront aussi importants pour partager avec d'autres équipes d'un autre centre ailleurs en France. Nous allons pouvoir lancer ces débats avec Géraldine Pina, qui est commissaire à l'ASN et que j'invite sur scène pour ouvrir véritablement cette grande journée de bilan. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être là, merci d'avoir pris le temps de venir pour ceux qui ont réussi à le faire, ou pour ceux qui sont devant leur ordinateur. Merci de nous consacrer du temps aujourd'hui. Effectivement, c'est important, la démarche qualité-sécurité en radiothérapie, c'est nous tous, c'est vous. C'est vos regards, c'est votre bilan qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Je remercie également, bien sûr, toutes les personnes qui sont intervenues pour organiser ce séminaire, qui nous accueillent ici, tous les intervenants qui vont venir sur scène et qui vont organiser les tables rondes, tous ceux qui nous feront la gentillesse et le cadeau de leur partage d'expérience et qui voudront bien participer. Et puis voilà, pour revenir sur cette journée qui est une journée de bilan, donc pourquoi est-ce qu'on a choisi cette échelle de 15 ans? Donc d'abord, effectivement, 15 ans, c'est en 2008, et l'ASN, qui est alors une toute jeune autorité administrative indépendante, elle a 2 ans, tire le retour d'expérience des accidents qui se sont passés en France, avec en particulier l'accident d'Épinal. Et elle prend une décision technique qui va fixer les obligations d'assurance de la qualité pour les actes thérapeutiques. Alors, les problématiques d'alors, elles étaient finalement, quand on relit les documents, pas tellement différentes de celles qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, dans les rapports annuels de l'ASN, on souligne en 2006 l'implication croissante des sociétés savantes, des organisations professionnelles en matière de sensibilisation et de formation pour la mise en place des bonnes pratiques. Mais on constate aussi qu'il y a des efforts sérieux qui restent à accomplir, et en particulier dans la maîtrise des facteurs organisationnels et humains. En 2007, on parle du nombre croissant des patients. On évoque la toute nouvelle modernisation du parc qui est liée au plan cancer. On parle de la révolution technologique, des progrès de l'image, des progrès de l'informatique et des inquiétudes que cela peut susciter justement pour la sécurité des soins. On évoque une insuffisance en moyens humains. Et c'est à cette époque que, suite aux accidents, les campagnes annuelles d'inspection vont se renforcer et se focaliser sur les facteurs organisationnels et humains. Si vous suivez l'actualité, on a dit des choses qui n'étaient pas tellement différentes ces dernières années. Dans le plan d'action d'alors, qui est relatif à la sécurité des patients en radiothérapie, on évoque une nécessaire transparence dans le milieu médical sur les événements indésirables qui peuvent se produire. On s'inspire pour ça de la déclaration des événements comme elles peuvent exister dans d'autres domaines, notamment dans celui du nucléaire et du nucléaire de puissance. Et puis les investigations vont montrer que ces événements significatifs en radiothérapie sont largement imputables à des facteurs qui sont beaucoup de facteurs organisationnels, et que le fait de s'astreindre à les déclarer et d'en faire le retour d'expérience, eh bien on en attend une amélioration de la qualité des soins, une amélioration de la sécurité en radiothérapie, et ça, bien entendu, ça reste toujours vrai. L'ASN souligne alors, toujours en 2008, l'esprit de responsabilité de ceux qui acceptent de déclarer les événements significatifs, et en particulier ceux qui semblent anodins, pour lesquels on n'attend pas de conséquences sanitaires.
Toujours pour augmenter la transparence dans le domaine médical, avec la SFRO. C'est l'échelle ASN SFRO qui est diffusée en 2007, et qui va permettre une meilleure communication avec le public pour expliquer les événements significatifs de radiothérapie. Et puis en 2009, on a une première conférence internationale avec l'ASN, avec l'OMS, avec l'AIEA. Et on en tire 3 recommandations suivantes. Et là encore, je vous demande de remarquer qu'elles sont toujours d'actualité. D'abord, elle demande à ce que les nouvelles techniques de radiothérapie fassent l'objet d'une évaluation qui soit une évaluation indépendante de celle des fabricants. Ensuite, elle demande de promouvoir des actions en faveur d'une réglementation adéquate sur les audits cliniques par les pairs en 2009. Et enfin, elle demande d'intensifier les efforts, que ce soit au niveau national d'ailleurs ou au niveau international, dans le domaine de l'enregistrement et l'analyse des événements indésirables et des complications des traitements. Enfin, il y a 15 ans, la conclusion du rapport annuel, c'était, alors je lis, l'amélioration de la sécurité des traitements en radiothérapie avec les questions d'organisation, de culture, de sûreté, de renforcement des moyens humains qu'elle pose, est une affaire de longue haleine. Le retour à une situation normale prendra 10 ans. Bon, alors 10 ans c'est passé, c'était en 2018, et aujourd'hui on est 15 ans après cette conclusion du rapport annuel. On est à une époque où on pense que la démarche est suffisamment mature pour qu'on puisse observer les résultats à un état qui soit un état suffisamment stable. Mais voilà, 15 ans après, c'est aujourd'hui. C'est un délai qui peut paraître long. C'est le délai, encore une fois, qu'on attendait pour que la démarche soit réellement mature et puisse porter ses fruits. 15 ans après, si on regarde cette fois-ci pas le rapport annuel peut-être de cette année, mais en tout cas les vœux qu'on a fait à la presse, qu'est-ce qu'on parle quand on parle du domaine de la radiothérapie? D'abord, on le cite en exemple pour le haut niveau de radioprotection qui a été atteint. Les campagnes d'inspection continuent, bien entendu, elles ont diminué en fréquence grâce aux progrès qui ont été réalisés par la discipline. Et bien entendu, ça reste un domaine à fort enjeu. 15 ans après, la démarche d'audit clinique par les pairs est sur le point d'aboutir. En tout cas, elle n'a jamais été aussi proche. Et les premières expérimentations se mettent en place. 15 ans après, il y a des choses qui ne changent pas. On parle encore de problèmes de moyens humains. On parle encore des inquiétudes que nous apporte l'innovation médicale. L'innovation, c'est une cinétique d'arrivée qui est rapide, surtout dans le nucléaire où on est habitué au temps long. C'est une pression pour qu'elle soit intégrée dans le système de soins qui est forte. Et c'est une inquiétude puisqu'on se dit mais quelles peuvent donc être les conséquences en radioprotection, surtout lorsqu'on a peu ou pas de retour d'expérience sur ces appareils. Qu'est-ce qu'on a évoqué dans les vœux cette année? Eh bien, ma foi, on a bien sûr relevé toujours le haut niveau de radioprotection. C'est un domaine de satisfaction qui est important. Mais on a l'impression d'un essoufflement. Un essoufflement dans les déclarations des événements significatifs de radioprotection, des retours d'erreurs d'étalonnage, avec une absence de prise en compte de retours d'expérience assez similaires qui auraient dû permettre d'éviter d'avoir de nouveau ces mêmes erreurs. Un petit peu comme si on avait oublié les événements du passé. Alors voilà, 15 ans, est-ce que ce ne serait pas aussi un témoin d'usure? C'est le bâton qui commence à s'effriter. Alors certes, maintenant, on estime que la relation, la démarche qualité-sécurité est mature, mais est-ce qu'il ne faut pas la redynamiser? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être retravailler sur certains points? Et c'est là qu'on va avoir besoin de vos interventions, de vos remarques et de votre expérience. C'est le sujet du séminaire. Donc, on va évoquer trois questions en particulier qui vous ont déjà été rapportées. Donc, la première qui concerne les audits cliniques par les pairs et le rapport dans la démarche sécurité-qualité, ce qu'on va en attendre. La deuxième, c'est toujours cette inquiétude concernant l'innovation et comment la favoriser tout en sécurisant les pratiques. Et enfin, la dernière, quel apport des démarches de retour d'expérience, comment les améliorer, comment lutter contre ce qu'on a l'impression d'être un essoufflement dans la réalisation de ces démarches. Ce séminaire, c'est surtout l'occasion d'aborder ensemble ces problématiques, d'y apporter un regard qui soit un regard croisé, un regard pluriel. Ce regard, il est particulièrement précieux. C'est le regard terrain, c'est le regard clinique, c'est le regard du chercheur, c'est celui des organisations
professionnel, celui des différentes institutions, et puis c'est surtout celui de chacun et de chacune d'entre vous. Alors j'ai parlé de vos regards comme des regards qui nous apportent une grande richesse, et puisqu'on parle d'un regard pluriel et d'horizons différents, c'est le moment aussi d'accueillir le prochain intervenant, qui est notre grand témoin, Monsieur René Amalberti. Donc René Amalberti est un médecin. C'est un ancien médecin, alors je vais juste, excusez-moi, c'est un ancien médecin du service de santé des armées, il est professeur agrégé du Val-de-Grâce, docteur en médecine, docteur en psychologie cognitive. Il est directeur, on vous l'a dit, de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle. Il a une carrière brillante et singulière. Il a porté son regard sur la sécurité dans beaucoup de domaines, qui sont des domaines à risque, civils comme militaires. Il a été notamment l'un des 3 rédacteurs du guide méthodologique d'accréditation sur la sécurité des systèmes hospitaliers. Alors ça nous intéresse particulièrement, bien entendu. Il a été directeur du domaine facteurs humains dans l'aéronautique civile européenne, vice-président de l'Institut pour la sécurité chimique, et je m'arrête là parce que la liste est loin d'être exhaustive. Et c'est avec cette expérience aussi riche et plurielle qu'il va évoquer pour nous une question qui est une question essentielle. Les démarches qualité contribuent-elles toujours à la performance? Mesdames et messieurs, merci d'accueillir René Amalberti. Merci, bonjour à tout le monde et je suis ravi d'être avec vous. On va passer un petit quart d'heure sur un sujet qui est dur parce que dans le fond, il est bizarre. Et pour faire court, je vous dirais que si vous devez retenir quelque chose, on a des résultats qui sont extraordinairement contradictoires de plus en plus entre ce qu'on lit d'un côté sur la performance de la médecine et ce qu'on lit de l'autre côté sur la souffrance du système médical. Et donc ça pose des questions qui rejaillissent en partie sur les questions de qualité et de sécurité. Alors je ne vous lirai pas toute la diapositive, je vous la mets pour que vous puissiez retrouver les éléments dont je vous parle, mais je peux vous dire qu'une analyse de fond de la littérature sur ce qu'il y a de plus valable en termes de méta-analyse dans les grands journaux scientifiques et sans discussion autour de l'idée que la santé va mieux au point de vue des populations, que nous vieillissons avec des survies qui n'ont jamais été aussi bonnes sur presque toutes les pathologies et que de notre côté, les événements indésirables graves se réduisent dans le temps dans toutes les analyses qui ont été produites à très haut niveau. Je ne vous parle pas d'analyse locale, d'analyses à très haut niveau qui sont des analyses ou nationales ou des analyses d'assurance ou des analyses sectorielles qui sont publiées dans des journaux majeurs. Alors, un constat, c'est que tout va mieux. Simplement, un point, beaucoup de ces analyses disent qu'il y a une dissociation entre les événements graves dont les patients pourraient souffrir et mourir, qui baissent, et les événements mineurs qui ne font que se multiplier et qui sont un indicateur qui est plus inquiétant, mais je vous le redis juste avant, les événements très graves, ceux qui finalement ont le pronostic le plus sévère pour les patients, se réduisent. Alors, ça c'est le baume dans le cœur. Mais évidemment, la dia suivante vous dit attention, vous savez aussi que nous sommes dans une crise qui n'a jamais été aussi forte dans le système médical, avec des problèmes vraiment systémiques, des problèmes pour les soignants comme pour les patients, évidemment avec un phénomène Covid qui a accéléré les choses, et vraiment c'est important, nous ne sommes en rien spécifique, ou quasiment en rien spécifique en France, c'est un problème mondial. Il n'y a pas de pays occidental, et je ne vous parle pas des pays qui ne sont pas occidentaux et avec une moindre avance dans un certain nombre de domaines, il n'y a pas de pays occidental qui puisse se targuer d'être hors de ce problème. Même pas les pays nordiques qu'on dit souvent échapper à ces problèmes-là, ce n'est pas vrai, ils échappent à rien. Alors on a d'abord le problème du manque d'effectifs. Gigantesque. 10 à 20% dans beaucoup de secteurs, 30 à 40% dans les zones isolées. Là, je vous parle de statistiques mondiales, avec 3 résonances qui sont importantes. Celle de l'absentéisme, qui aujourd'hui atteint 10%
dans la plupart des grands services hospitaliers. Et à nouveau, ce n'est pas que français, mais nous sommes plutôt en tête de liste sur l'absentéisme, avec 20% des établissements qui ont des difficultés pour fonctionner normalement et qui sont en train de reconsidérer ou ont déjà reconsidéré la manière dont ils fonctionnent, avec un manque qui adresse les médecins généralistes massivement, mais qui adresse aussi évidemment les radiothérapeutes et toute la partie que vous représentez. À la fois, cette logique s'inscrit dans un contexte. C'est une productivité qui a explosé. Le volume des actes médicaux en France est passé de 40 millions à 100 millions en quelques années et continue à croître. Celui des actes par médecin de 500 000 à 900 000 sur la même période. Vous voyez que c'est quand même une intensification notable. Je ne vous parlerai pas de l'accès aux soins, et particulièrement pas de l'accès aux soins en termes de cancérologie, parce que c'est un problème qui est sérieux dans une France qui est à plusieurs vitesses de ce côté-là, en termes de facilité d'accès, avec une crise qui est fortement ressentie par les patients, qui souffrent évidemment de cette logique qu'ils perçoivent, de mauvaise qualité d'une certaine façon, de lenteur, de retard à être pris en charge. Je vous ai mis une courbe qui n'a rien de spécifique à la radiothérapie, mais qui est maintenant ressentie comme forte sur presque tous les rendez-vous que vous pouvez demander en matière de patients. Vous êtes dans beaucoup de spécialités plusieurs mois, donc c'est quelque chose que les patients ressentent de façon assez forte. Et évidemment, on ne sera pas surpris que cette crise gigantesque se lise. Et elle se lit dans les indicateurs qualité au point que de nouveaux indicateurs commencent à apparaître. Et on voit notamment des indicateurs qui existaient peu avant. Avant, c'est il y a 5 ans. Je ne vous parle pas de avant, gigantesquement avant. Je vous parle de très récemment avant. Le rationnement des soins, qui est un nouvel indicateur qui fait florès dans la littérature à haut niveau en qualité. Et les soins mal faits ou non faits. Et on a même maintenant un projet européen qui vient de se terminer sur ce thème et plusieurs projets internationaux qui sont centrés sur cette question. Donc on est dans une perception à nouveau des indicateurs de process, parce qu'on est dans les process, les soins pas faits, c'est des process, ce n'est pas des résultats en termes cliniques, qui sont tout à fait tristes. Alors évidemment, on a eu la crise Covid, une crise immense. Je ne vais pas commenter sur la crise Covid. Je voudrais juste vous dire quelque chose qui est quand même important, c'est on a dit qu'il y a eu une souffrance terrible, mais j'ai personnellement fait un certain nombre d'entretiens et je relate ce que j'ai lu dans la presse également scientifique. Paradoxalement, beaucoup de soignants ont retrouvé une liberté d'action et une capacité à se connecter à leur direction et à combiner des actions d'arrangement, de résilience, qui n'étaient pas du tout autorisés hors Covid. Et ils en ont vécu un certain plaisir à ça, c'est-à-dire à un groupe qui s'est remis à travailler de façon cohérente ensemble, avec une direction d'hôpital qui parlait aux soignants en disant « oui, on va essayer de construire des choses, de s'adapter, etc. » Donc ça, c'était un moment esquis. Et les analyses internationales confirment qu'avec un écart à la qualité, pour ce qui est des process les plus administratifs, qui a été énorme pendant le Covid, il n'y a pas eu de dégradation de l'outcome sur les soins. Donc ça c'est inquiétant quand même. Ça veut dire qu'on peut faire 2 ans de trou et qu'on ne voit pas le résultat immédiatement, un outcome médical. Alors, pourquoi tout ça? Sans doute pour 4 raisons qu'il faut vraiment bien comprendre. La première, c'est que nous ne sommes plus dans le même monde qu'il y a 10 ans. Nous sommes la cause des problèmes que nous avons. Nous avons fait survivre les patients parce que nous sommes avec une médecine efficace. Nous avons créé le problème. C'est un paradoxe heureux, c'est-à-dire que nous avons créé en France 22% de patients en plus depuis 2000 et nous avons créé sur cette cohorte de 22% 17 à 18% de patients âgés, fragiles, qui survivent avec des pathologies dont vous êtes une des pathologies, en prenant le cancer comme une entrée unique, ce qui est évidemment faux, mais en prenant le cancer comme une entrée unique, une des pathologies les plus concernées. Évidemment, quand on fait vieillir les gens, la probabilité d'avoir un cancer est plus grande, et donc et la survie est telle, bravo, que cette réalité pèse très lourdement sur un système qui n'était pas prévu pour ce nombre de patients. La deuxième raison, c'est que nous sommes, alors c'est un peu technique, mais nous sommes à marge
bloqué en matière de budget de la santé. Aucun pays n'ira, en dehors des États-Unis, dont je fais une classe à part et je ne le commente pas parce que leur utilisation du budget de la santé est différente du reste du monde, aucun pays n'ira au-delà de 12,5% du PIB. Simplement parce que vous êtes après dans un choc frontal sur les autres engagements de la nation. Or, nous sommes à 11,8, donc nous sommes au bout. Nous avons tout consommé déjà, et il n'y a pas de marge. Et donc, nous sommes dans une logique où il faut arrêter certaines choses pour les remplacer par d'autres. Et ça, c'est très dur. Nous ne sommes pas dans une possibilité du toujours plus qui a habité le système médical pendant 40 ans. Nous avons fini cette possibilité. Il faut remplacer des choses, terminer des choses qu'on avait, les fermer et mettre autre chose à la place. C'est très compliqué à faire. La troisième chose, c'est que nous avons bureaucratisé le système de façon inouïe. Inouïe, je vous mettrai une slide juste après. Et qu'évidemment, la qualité a été un des outils de la bureaucratisation, mais c'est quelque chose qu'il faut discuter. Et la dernière, c'est que nous sommes dans une nouvelle société. Je voudrais juste vous citer 2 chiffres, 3 pour être exact. La valeur travail dans la société était reconnue par 70% des acteurs il y a 10 ans. Elle est reconnue par 34% des acteurs aujourd'hui, dans les priorités de la vie. La deuxième chose, c'est que, et je peux vous dire, j'ai été concerné et j'ai rien vu, il y a 15 ans, on a discuté des numerus clausus et du nombre de médecins en remplacement. On n'a jamais pensé qu'il faudrait 2,5 médecins formés aujourd'hui pour remplacer un médecin d'il y a 30 ans. Il nous faut 2,5 médecins aujourd'hui et il nous faut 2,3 soignants aujourd'hui pour remplacer un soignant d'il y a 30 ans. Alors évidemment, c'était pas pensé, ben, tant pis, mais aujourd'hui c'est la souffrance maximale parce qu'on n'a pas les effectifs. Alors, juste pour vous donner quand même un petit commentaire, l'hôpital mastodonte, c'est une série de mesures historiques, je passe sur les 35 heures, etc., vous lirez la slide, mais vous reconstruirez facilement les mesures historiques. Je voudrais juste vous dire le résultat. Avec les indicateurs de qualité, les documents budgétaires et les modes de traçabilité numérique, on a multiplié par 6,2 en 20 ans et l'empreinte administrative, et on consomme 20% des ressources disponibles pour parler de la nécessité des nouveaux métiers, sans parler de la nécessité des nouveaux métiers. Donc on a créé des nouveaux métiers sur la qualité, sur les postes, et évidemment dans une situation qui est forcément compliquée. Alors, dernier point, avant de clôturer, pourquoi on en est avec cette dissonance que je vous ai dit au début, qui est quand même forte, hein. D'un côté, on continue à avoir des résultats spectaculaires au niveau médical, outcome, c'est-à-dire santé publique. Je ne vous parle pas de l'individu, il peut y avoir des variations dans les individus, mais outcome, massivement. Et pas qu'en France, ce sont des revues, des méta-analyses qui ne sont pas du tout françaises, hein, elles sont internationales, mais on n'a aucune raison, et pour certaines on est inclus dedans, et pour d'autres on n'a aucune raison d'être très différent de ce qui se dit au niveau des méta-analyses mondiales. On a 4 idées qui peuvent expliquer le problème. On a une première, et il faut toujours être prudent avec la science, c'est que les méta-analyses ont été faites sur des données qui ont été recrutées jusqu'en 2018. Elles ont été publiées entre 2019 et 2020, les méta-analyses. Mais on prend les données qui ont été publiées dans une méta-analyse. Donc on est sur des données qui concernent 2000 à 2018. Peut-être, pourquoi pas, la situation a brutalement changé depuis et le pronostic médical et les outcomes se sont dégradés fortement depuis, mais on n'en a pas encore la mesure. Franchement, il n'y a pas beaucoup de revues spécialisées, y compris en cancérologie, j'ai fait un tour avant de venir, qui disent dans les derniers articles qu'on serait dans un breakdown brutal et que les choses ne soient pas comme il y a 3 ans avant. Mais je suis prudent. La deuxième raison, c'est que franchement, ce qui compte, pendant longtemps, ce qui a compté, c'est une médecine compassionnelle, d'une certaine façon. La médecine est fondamentalement compassionnelle. Et je suis psychiatre de formation, donc je peux vous en parler facilement. Elle est là pour écouter le patient, elle est là pour le prendre en compte, elle est là pour donner du temps aussi aux personnes qui travaillent. Mais dans le fond, ce n'est pas celle-là qui rythme le succès médical de demain. Ce qui rythme le succès médical de demain, même si vous êtes mal écouté, même si vous êtes mal accompagné, même si vous avez attendu 8 heures, c'est d'avoir le bon soin, le plus technique possible, au bon moment. Et franchement, en cancérologie, vous êtes plutôt tête de classe dans ce domaine.
C'est-à-dire que si vous n'accédez pas à ce qui est le cœur du traitement, vous pouvez être avec des gens qui vous écoutent au bord du lit, ça ne suffira pas. Et donc on est dans un paradigme qui fait peut-être que petit à petit on tombe dans une médecine technique qui oublie le compassionnel, ou qui détruit, ou qui fait très mal marcher le compassionnel, ce qui est une très grande souffrance objective pour les gens qui travaillent et pour les patients, mais qui ne se voit pas dans le résultat du moment que vous avez l'accès technique. Alors c'est une hypothèse, hein, et il faut la considérer comme une possibilité. La troisième, c'est que on a eu des années riches. On a eu des années où, en 2000-2008 particulièrement, ces 8 années, on a mis le turbo sur la qualité. On a mis le turbo sur une certaine prolifération, j'aime pas ce terme parce qu'il est excessif, mais on est allé le plus loin possible dans ce qui pouvait être des indicateurs de traçabilité, des indicateurs de tout ordre, qui permettaient de suivre le processus dans le détail. Et on a créé des carrières qui se sont nourries aussi de ces processus. Je ne suis pas du tout à dire que les qualiticiens, il y en a sûrement plusieurs dans la salle, sont des gens qui se sont nourris du processus, mais je le dis quand même un peu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le processus, qu'on soit ou pas conscient de ce qu'on fait, on est forcément à vivre avec ce qu'on fait. Et donc, on essaye de le nourrir le mieux possible. Et c'était réaliste, et c'était sans doute une bonne idée dans ces années 2000-2010, sauf que depuis, on est avec des effectifs qui manquent, avec beaucoup plus de patients, et avec moins de sous. Et donc, ça pose une question, c'est est-ce qu'on a créé un système de qualité qu'on peut plus payer d'une certaine façon, et qui est dépassé par la crise en termes de faisabilité, et est-ce qu'on saurait le réajuster, ce qui est une vraie dimension de discussion. Et puis, je terminerai par une mauvaise raison, mais il y a toujours des mauvaises raisons dans les explications. C'est vrai qu'il y a une crise immense du personnel. Et franchement, elle est justifiée, les gens vivent mal dans ce qu'ils font, enfin c'est difficile, etc. Je ne fais pas du tout de distanciation à ça, je la prends comme une réalité. Mais quand il y a une crise, il y a des négos, il y a plein de manières de vouloir changer, de vouloir sortir par des portes latérales, et on prend tout ce qui est sur la table pour justifier sa crise et les éléments qui vont dans son sens. Et donc tout indicateur qui est négatif sert finalement la négo. Et des indicateurs qui se mettent au rouge, même s'ils ne sont pas significatifs de vraiment l'outcome et médical, ils sont quand même des soins manquants, par exemple. C'est un des indicateurs majeurs des infirmières anglaises, des missed care, sur la négo qu'elles sont en train de poursuivre pour des augmentations de salaire. C'est l'outil qui est sur la table. Et du coup, évidemment, quand c'est l'outil qui est sur la table, le REX donne de la provision à l'outil. Hein. Des soins manquants, il y en a de plus en plus en Angleterre. Mais si c'est qu'un outil de négo, ça perd un peu aussi ce qu'on peut en faire pour plus tard. Alors, conclusion, où va-t-on ? La crise est mondiale. Ça, c'est un premier point, en n'étant rien spécifique. Et elle est en partie devant nous parce que, avec la crise en Ukraine, avec les difficultés qu'on a globalement dans surtout la pression de la santé, j'ai mal commencé par l'Ukraine, ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est que nous avons sécrété du patient, parce que nous avons été trop bons, je vous le rappelle, et que ces patients, maintenant, ils vivent. Et donc, il faut les prendre en charge. Donc, il y a une demande qui est disproportionnée par rapport au système, qui, en plus, a perdu progressivement des effectifs. La demande augmente, les effectifs manquent, le système est engoncé dans une construction un peu dépassée, qui correspondait à un nombre de patients moins grand, dans des technologies moins importantes, qui étaient plus compassionnelles et qui étaient le mode de la médecine jusqu'aux années 2000, c'est récent. Hein. Et le système a tendance à se figer dans ce passé parce que, ben voilà, il a été construit peut-être à un moment où on pouvait faire un certain nombre de choses et il est dépassé par la réalité du moment. Faut-il, peut-on le simplifier pour ne garder dans tout ce qui est qualité et sécurité que ce qui est vraiment lié à l'outcome et réduire ce qui, d'une certaine façon, a peut-être été accumulé un peu mécaniquement, mais sans véritablement démonstration d'efficacité, et tomber sur un système un poil plus simple. C'est un chantier,
C'est un chantier qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter la qualité. Évidemment, il ne faut pas l'arrêter. Mais peut-être qu'on a à débuter un tri sur des choses qui sont moins prioritaires, de sorte à surtout avoir un système réaliste qui correspond à ce qu'on peut faire sur le terrain de façon efficace. Et surtout avec l'objectif et l'obsession du résultat clinique, qui doit être le marqueur. On est dirigé par le résultat clinique. Alors, c'est un point, et je termine par un constat. Aucune nation n'a trouvé la solution miracle, sinon on la copierait. Et surtout, ne lisez pas les solutions qui viennent des États-Unis par un pays qui est dans la merde la plus totale au niveau du système. Ce n'est pas parce qu'on publie dans le New England des choses qu'on sait ce qu'il faut faire. Et visiblement, ils ne l'ont jamais su. Donc, je vous le dis très fortement, hein, c'est quand même une tendance aussi chez les collègues à aller lire des journaux qui reflètent des expériences d'un hôpital riche dans un coin super privilégié. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une dimension nationale. Donc nous, on construit des dimensions nationales. Il faut lire une littérature qui est correspondante à ça, hein, au point de vue du système. Et aucune nation qui a cette préoccupation française, qui quand même est, beaucoup de nations l'ont, hein, de valeur nationale, d'équité, etc., n'a trouvé de solution pour le moment à cette immense difficulté dans laquelle on est. Mais tout le monde bosse. Et donc, il faut essayer aussi de se mettre autour des tables, de profiter, de trouver des solutions, d'être innovant. Et je suis sûr que vous l'êtes, parce que ça fait vraiment partie du métier de la cancérologie. Merci. Merci beaucoup René Amalberti. Je me félicite que vous soyez le grand témoin de cette journée, parce que vous mettez les mots, vous posez des questions franches. Dans la salle, plusieurs personnes acquiesçaient régulièrement, vous avez capté l'attention et j'espère que toute cette journée sera portée par autant de franchise et d'intérêt à l'introspection. Je vous invite, avant de vous poser quelques questions, je vous invite à vous asseoir s'il vous plaît et j'invite Carole Rousse de l'ASN, Carole est directrice des rayonnements ionisants et de la santé. Elle va nous donner le point de vue de l'autorité de sûreté nucléaire sur l'implémentation de ces démarches qualité-sécurité. Carole, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je dois dire que c'est particulièrement difficile d'intervenir après René Amalberti. J'ai déjà retenu dans les conclusions que je n'allais pas perdre de temps à regarder la littérature aux États-Unis pour construire l'avenir. Alors, je souhaiterais très rapidement dans cette présentation, parce que Géraldine Pina en a parlé, revenir sur les mesures qui ont été prises sur l'assurance de la qualité dans les suites d'Épinal, et puis brièvement rappeler le contrôle de l'ASN, comment l'ASN a construit son contrôle et l'a adapté aussi en fonction des progrès qui ont été observés dans les centres. Donc, en fait, l'assurance de la qualité, elle est ancienne, réglementairement, puisqu'elle remonte à 2003. Mais elle était alors, enfin, son contenu était laissé libre à l'appréciation de chaque centre. Et donc, on avait à cette époque-là, dans les années 2000, très peu de procédures qui étaient en place, si on fait exception de quelques centres qui avaient bénéficié à l'époque d'un accompagnement de la mission d'expertise et d'audit hospitalière. Donc c'était assez naissant. Et puis on a eu l'accident d'Épinal qui a révélé qu'on avait des lacunes en matière d'assurance de la qualité, avec vraiment des oublis, une méconnaissance et des oublis des règles élémentaires. Et donc, on a, à cette époque-là et dans ce contexte-là, défini des exigences sur les obligations d'assurance de la qualité, avec d'ailleurs les sociétés savantes, l'INCA, la HAS. Et ces obligations se sont mises en place progressivement sur 2 ans et demi. Donc là, vous avez les différentes étapes et avec une approche intégrée, on va dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a demandé à ce que les définitions, enfin, les responsabilités soient définies. Et puis ensuite, on a eu un deuxième train de mesures avec l'engagement de la direction, la nomination du responsable opérationnel de la qualité, et puis tout ce qui tourne autour des CREX. Et ensuite, un troisième temps, on a demandé à procédurer. Donc ça demandait un petit peu plus de temps. On a laissé du temps justement pour aller jusqu'au bout du système. Donc on a procéduré l'organisation des CREX. Il y a eu la formalisation des pratiques qui s'est mise en place, et puis l'étude de risque a priori. Et puis en dernière
entrée en vigueur, on avait la maîtrise du système documentaire. Et puis on a tiré un retour d'expérience à partir des événements qui ont été déclarés à l'ASN et des inspections, et on a fait évoluer cette décision. Donc elle a été abrogée, mais en grande partie reprise en 2021, et donc on l'a effectivement complétée, notamment sur, et à la lumière des constats, comme je le disais, des événements, pour renforcer les exigences de qualité lors des prestations externes, et également de l'implémentation d'un changement technique ou organisationnel, en ciblant aussi, en renforçant les modalités de formation et notamment l'habilitation pour les nouveaux arrivants, ceux qui changent de poste, et puis à l'occasion de la mise en place d'une nouvelle technique. Et puis on a demandé également que soient formalisées les modalités des audits cliniques, même si elles sont en train de se mettre en place, et également la traçabilité du suivi des patients. Et on avait publié un bulletin de la sécurité qui faisait un bilan à 10 ans des patients pour lesquels il y avait où il y avait eu un événement de niveau 2, et on a vu qu'il y avait vraiment des défaillances dans le suivi de ces patients. Voilà, alors très rapidement sur les démarches du contrôle. Alors initialement, effectivement, l'ASN, son contrôle a évolué en fonction de ses missions. Donc au départ, on était de 2002, on a été créé en 2002 sur une approche très radioprotection des travailleurs, dimensionnement et radioprotection des installations et des équipements. Et puis, on a pris en charge progressivement la radioprotection des patients à partir de 2005. Et en 2007-2008, donc c'était au moment où on a eu le retour d'expérience d'Épinal, on est allé sur les contrôles qualité des dispositifs médicaux, sur l'organisation de la physique médicale, et on a commencé à regarder la façon dont les procédures de validation et de contrôle étaient maîtrisées. Et puis ensuite, il y a eu toute la phase d'un programme d'inspection sur 2009-2012. À chaque fois, il était construit d'ailleurs avec les professionnels de la radiothérapie. Et là, c'était toute la phase finalement du déploiement. Donc on a suivi le déploiement de la décision, l'implémentation de la décision. Et la phase suivante, ça a été ce que j'appelle l'application de la règle sur 2012-2015, où là on a regardé est-ce que vous faites ce que vous avez écrit, mais évidemment pas complètement. Et là, c'est tout le sujet de la sécurité réglée, la sécurité gérée. Donc on est vraiment, alors on était très procédure, et puis on regardait certaines barrières particulières à la lumière des événements qu'on nous avait déclarés. Et donc à la suite de ce programme-là, on a introduit les facteurs organisationnels et humains sur le programme à partir de 2016. On est toujours sur le même si on a des focus un peu différents, mais là, c'est vraiment examiner la capacité du centre à gérer les risques, en examinant en quoi la formation, les ressources matérielles, l'environnement de travail, l'organisation permettent ou empêchent l'activité de travail. Donc vraiment une dimension FOH. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Géraldine Pinal a dit, donc je vais aller très vite, les fondamentaux de la qualité et de la sécurité sont là, tant en termes de démarche d'assurance de la qualité, d'organisation de la physique médicale ou de contrôle des équipements et de gestion des formations. En revanche, ce qu'on constate, c'est un pilotage que l'on juge en fait satisfaisant dans 50% des centres. Et là, je crois qu'il faudra qu'on se pose clairement à l'avenir, c'est quoi nos indicateurs ? Est-ce qu'on prend les bons indicateurs pour dire il n'y en a que la moitié qui font bien ? C'est des questions qu'on souhaite se poser. En tout cas, ce sont des centres qui n'ont pas été très clairs dans leurs objectifs, qui ne font pas d'évaluation. On considère que ce n'est pas satisfaisant dans ces cas-là, notamment, je les ai mentionnés sur l'écran. Un essoufflement des CREX dans certains centres, mais j'y reviendrai cet après-midi. Des analyses de risque qui peinent à vivre, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément actualisées ou de manière incomplète pour tenir compte du REX des événements ou des analyses ou des changements de pratiques
à l'occasion de l'introduction d'une nouvelle technique ou un nouveau protocole. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est que ces situations peuvent très rapidement être fragilisées par des événements particuliers que sont le départ d'un responsable opérationnel de la qualité ou un renouvellement important d'équipes, des déménagements, le rachat de centres, des situations conflictuelles. Donc, toutes ces situations fragilisent ces démarches. Pardon, j'ai oublié d'appuyer sur ma présentation. Pour terminer, un point de vigilance, quelques points de vigilance. D'abord, sur le fait que ces démarches qualité-sécurité sont très dépendantes du niveau de priorité donné à ces démarches par le leadership, en fait, hein, donc à la fois la direction de l'établissement, les chefs de service, mais également les médecins, que le rôle également du responsable opérationnel de la qualité il est majeur parce que c'est lui qui, effectivement, impulse une dynamique. Alors après, on pourra se reposer les questions évoquées par René Amalberti, mais clairement, en tout cas, si ça ne repose que sur cette personne, ça ne fonctionne pas et il faut vraiment que ces démarches, en fait, elles s'incarnent dans les pratiques de tous les professionnels. Je l'ai dit, des situations qui peuvent très rapidement être fragilisées. Et puis, je crois ce qu'il faut retenir, c'est que le référentiel qualité, il est essentiel, il n'est clairement pas à mettre à la poubelle, on est bien d'accord. Mais la maîtrise de sa production, ça veut dire qu'il soit construit avec l'ensemble des acteurs et qui correspondent à leur réalité de travail. L'évaluation périodique de sa pertinence. Donc il est peut-être temps de se reposer effectivement ces questions. Est-ce que je n'ai pas trop écrit? Est-ce que finalement le document ferait progresser la sécurité alors que souvent il facilite que son contrôle formel? Et il peut véhiculer potentiellement une représentation administrative de la sécurité. Donc c'est une question qu'il faut se poser. En tout cas, il faut vraiment favoriser des espaces d'échange sur les pratiques de travail et sur l'application de la règle. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Carole. Je vous en prie, asseyez-vous, rejoignez-nous. Quelques questions avant de passer à la première session de la matinée. Je voudrais adresser la première à René Amalberti. Vous avez dressé un bilan pour le secteur de la santé en général. En tant que grand témoin, qu'attendez-vous de cette journée, c'est-à-dire les questions que vous avez évoquées appliquées au secteur de la radiothérapie? Qu'est-ce que vous souhaitez voir émerger dans cette journée de séminaire? Je ne suis pas sûr d'être le meilleur pour répondre à cette question, dans la mesure où je ne suis pas dans ce métier, mais il me semble que ce que j'ai lancé comme problème mérite d'être discuté un petit peu plus avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le fond, dans nos pratiques, fait gonfler peut-être inutilement le périmètre de la qualité, et est-ce qu'on peut se mettre dans une pratique qui est vraiment centrée sur le résultat, et dans ce cadre-là, être extrêmement exigeant sur le résultat tout en étant peut-être en relaxation sur un certain nombre d'autres points. Donc ça, c'est une vraie question qui est assortie d'une deuxième question, c'est est-ce qu'on est sur un système pour tout le monde, sachant qu'on a une grande variabilité dans le terrain de situation, de transformation et d'évolution. Quand vous dites tout le monde, vous parlez des patients ou des professionnels? Je parle des professionnels et des centres. Ou est-ce qu'on a, d'une certaine façon, un certain nombre de choses qui ne peuvent pas ne pas être à tout le monde, parce que c'est le fondamental, et puis des choses qui pourraient être plus mobiles quand on est sur un système qui est en forte dégradation d'effectifs, ou ce sont des questions difficiles, hein, parce que ce sont des questions qui doivent être à la fin publiques aussi. Les patients doivent être conscients de ça. Moi, je connais moyennement la radiothérapie, mais j'ai beaucoup travaillé dans d'autres secteurs. Je pense aux maternités, par exemple. Et donc, je cite cette métaphore sur les maternités. Quand on laisse ouvert une maternité de 500 accouchements par an, on le fait sous la pression des professionnels et des patients. Et j'ai été à la Haute Autorité de Santé et j'ai été un des responsables. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser ouvert en laissant une forme de tolérance aux pratiques. En tout cas, c'est certain, il faut informer. Et en tout cas, les patientes, en disant, vous allez dans cette maternité, soyez bien conscients que le niveau de sécurité et de qualité n'est pas celui d'une grande maternité que vous auriez à 100 km. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut être plus formel? Est-ce qu'il faut fermer?
Je crois que ce sont des questions qui sont récurrentes et qui sont aussi celles de la radiothérapie quelque part. Merci. Carole Rousse note frénétiquement à côté de vous pour voir si à 17h45 on aura des réponses à tout. C'est ça. Très bien. Bien, on compte sur vous parce que les réponses, il va falloir en fournir. Géraldine Pina, je voulais vous demander, donc vous êtes l'une des 5 commissaires de l'ASN, vous êtes également médecin nucléaire. Comment réagissez-vous aux propos de René Amalberti? Parce que une journée comme celle-là, l'ouvrir d'une façon aussi simple et franche, ça annonce beaucoup pour cette journée. J'allais dire, c'est le but de la journée. On n'est pas venu pour dire regardez, on va vous livrer le Saint-Évangile, c'est notre décision de 2021. Il est absolument hors de question de toucher à quoi que ce soit, tellement il est beau et tellement c'est efficace. Non, l'idée, c'est vraiment de faire de la co-construction, c'est de revenir sur les problèmes qui ont été évoqués, de se dire que ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir 50 indicateurs qualité qu'on puisse remplir scrupuleusement dans nos tableaux. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des résultats cliniques. Et quand on est dans une situation où on ressent que fondamentalement, on ne va pas pouvoir continuer sur la même dynamique parce qu'une dynamique inflationniste, c'est bon pour personne, et qu'il va falloir prioriser. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on fait depuis des années, et en particulier à l'ASN, de prioriser en fonction des besoins, en fonction des enjeux essentiellement. Et on ne peut pas le faire tout seul. On a vraiment besoin de la vision du terrain, on a besoin de la vision de tout le monde. Si on fait quelque chose tout seul, ce ne sera pas adapté. Si on co-construit quelque chose ensemble, là on a une chance d'avoir un résultat qui soit applicable et qui soit à la fois juste et bénéfique, et en particulier pour le patient, puisque si on est là tous ensemble, c'est pas pour nous. Merci beaucoup. Carole Rousse, pour clôturer cette session d'ouverture, à quoi peut aboutir cette journée de séminaire qui ne sera pas que parole? Alors effectivement, pour nous, elle est très importante, cette journée, et notamment votre regard, et pour construire ensemble le contrôle de l'ASN de demain. On voit bien que, et ça c'est documenté, que le régulateur a aussi un rôle et fait peser effectivement un impact aussi sur les pratiques. Et donc vraiment, moi, l'objectif, c'est qu'on puisse partager et qu'ensemble on puisse pourquoi pas avoir effectivement des indicateurs qui rendent vraiment compte justement des résultats, enfin de l'outcome. Voilà, c'est vraiment l'enjeu, je crois, de cette journée. J'y reviendrai à la fin. D'accord, à la fin on fera une synthèse, il y aura une synthèse de ce qui aura émergé oui, et puis un travail après. Très bien. Alors, j'ai le chrono qui est rouge à ma droite, qui me dit qu'on a dépassé, et j'ai en même temps ma collègue Karine qui me dit qu'à distance, il y a une question qui a l'air absolument indispensable, en visio, et puisque j'ai annoncé que les participants en visio pouvaient poser des questions, je ne vais pas leur couper la parole maintenant. Alors Karine. Bonjour. Donc, bonjour. J'en profite pour me présenter, vu que vous allez me voir prendre le micro toute la journée. Donc, je suis Karine Tac et je suis l'adjointe de Carole Rousse pour la partie médicale. Et donc, la première question que nous avons, c'est du professeur Azria. Donc, c'est une question qui est à destination de M. Amalberti. Donc, dans un environnement économique et financier contraint et déficitaire des établissements, les directions font le pari parfois de diminuer les actions de qualité pour permettre la réalisation minimale des soins. Comment faire pour montrer que la qualité améliore la performance dans ce contexte? Alors, je crois que ça renvoie aussi à des éléments que n'importe qui pourra partager, c'est-à-dire que dans la qualité, il y a peut-être des niveaux d'indicateurs et d'importance, et même dans une situation contrainte, en tant que professionnel de santé, on sait que certains indicateurs ou certaines actions de qualité sont indispensables à l'achèvement du soin dans de bonnes conditions. Donc la question qui est posée derrière, c'est dans ces situations tendues, est-ce qu'il y a une deuxième partie du code de la qualité qu'on peut négliger ou traiter moins bien? Et dans ce cas, il faut être clair. Où elle est cette deuxième partie? Pour combien de temps c'est? Et avec quelle surveillance du fait qu'on a vraiment un peu laissé tomber certaines choses tout en n'ayant pas de risque sur les résultats? Je crois que ça fait partie de la discussion que j'ai utilisée métaphoriquement avec les maternités. Quand on laisse une maternité de 350 ou 400 accouchements par an, avec la direction de la maternité et les sages-femmes, il faut discuter sur le fond en disant bon, vous n'allez pas tout faire parfaitement, comment ça va se passer et qu'est-ce que vous donnez comme assurance
aux jeunes mamans qui vont venir accoucher chez vous. Donc ça, c'est fondamental. Eh bien, merci. Ça aurait été une question. On doit maintenant organiser la prochaine session. Merci beaucoup, Géraldine Pina. Vous devez nous quitter pour le reste de la journée. Merci d'avoir introduit cette journée. Merci, René Amalberti. Vous restez avec nous toute la matinée. Et puis, je vous repasserai le micro en fin de matinée, juste avant le déjeuner, pour avoir votre analyse sur ce qui aura émergé. Et puis, Carole Rousse, on vous retrouve dans cette première session matinale. Je vous remercie. Je vous laisse retourner à vos places.